Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de débriefing. Au sommet de cette émission, la CAN en Côte d'Ivoire. Les outsiders s'installent en patron. Les favoris se questionnent sur le jeu qu'ils produisent, notamment les Lions indomptables du Cameroun et d'autre part les éléphants de Côte d'Ivoire. Tandis que le tenant du titre impose la qualité de son jeu. Monsieur Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. C'est un plaisir de vous retrouver pour analyser l'événement sportif majeur sur le continent africain et je me sens tout honoré. Vous n'avez pas été tendre avec les Lions indomptables après le match contre le Sénégal. Gardez-vous cette impression? Je dois dire, je la garde puisque nous sommes dans un processus éducationnel au regard du discours que tient le coach lui-même, à savoir que c'est une équipe en construction et quand on construit, il faille bien apporter des éléments qui aident à la construction. Et ici, il fallait pointer du doigt cette nonchalance affichée par les Lions indomptables au regard, non pas au regard, dans leur première rencontre, c'est-à-dire face à la Guinée et face au Sénégal. Cette nonchalance-là a failli nous coûter une qualification. C'est pourquoi je pense qu'ils sont restés des touristes, mais avec une certaine prise de conscience qu'il faille mettre aujourd'hui à leur actif. Certains favoris comme la Côte d'Ivoire ne produit pas de jeu de qualité en tant que pays organisateur, et est-ce que cette équipe n'est pas face à une pression excessive? Si on regarde d'un point de vue historique, on va se rendre compte que la Côte d'Ivoire fait face à une récidive, à savoir qu'en 84, ils avaient été éliminés au premier tour. Et donc ici, on ne saurait les tancer d'une équipe qui en panne, qui en manque d'ingéniosité sur le plan des dispositifs tactiques et consorts. Mais je pense qu'elle fait face aussi à une pression des jeunes Ivoiriens qui ont à cœur de voir leur équipe gagner, des jeunes Ivoiriens qui veulent voir leur équipe aller plus loin, au-delà de l'équipe camerounaise. Vous voyez, cette compétitivité extra-terrain permet de dire que l'équipe ivoirienne est mise en difficulté, non pas par les équipes adverses, mais par leurs fans. Parce qu'il y a une compétition qui se joue sur la toile entre l'équipe ivoirienne et l'équipe camerounaise. Et cette comparaison-là crée nécessairement un climat d'animosité déjà au sein de la tanière et d'animosité entre les téléspectateurs ou bien alors les spectateurs du football. Ils doivent garder la tête haute et considérer que le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire, même si on se chahute sur les réseaux sociaux. Il y a lieu de dire ici que le Cameroun et la Côte d'Ivoire en termes de football, il y a un qui enseigne l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas une pression excessive du public sur les Ivoiriens? C'est cette incapacité à maîtriser cette pression-là qui montre aujourd'hui que la Côte d'Ivoire doit prendre en compte les exigences du public. Quand vous voyez comment est-ce que le Cameroun s'est fait tancer, n'est-ce pas, par votre humble serviteur que je suis de touristes, les autres Camerounais qui ont porté leur voix pour demander à ce qu'on chasse leur coach en pleine compétition, vous voyez ici qu'on n'a pas été tendre, mais il a fallu, n'est-ce pas, la maîtrise du coach à galvaniser ces joueurs, à prendre en considération la critique comme il aime à le dire, chose qui, de mon point de vue, au regard des actes posés par l'entraîneur ivoirien sur le terrain lors de leur dernier match, ils ont pris une déculottée, montre que le coach n'a pas pris en compte cette exigence-là pour motiver un élément de discours qui permettrait de motiver son groupe à faire face à cette hostilité sous le prisme d'une exigence qu'on greffe à une équipe nationale pour remporter des victoires. Mais ici, la Côte d'Ivoire fait face à ses propres démons. Il faille bien qu'elle essaye de les maîtriser pour ne pas gâcher la fête sur le territoire ivoirien. Les outsiders qui s'imposent en patron comme le Cap-Vert, est-ce que cela ne démontre pas que la CAN en Côte d'Ivoire pourrait être celle d'un outsider? Sans vouloir manquer de respect au Cap-Vert, je ne pense pas qu'ils
sont des outsiders, parce que si ma mémoire elle est bonne, ils sont déjà venus à bout du Cameroun, et donc je ne saurais les considérer comme étant des outsiders. C'est une équipe qui joue avec une combativité inégalée quand elle va à des échéances telles que la CAN ou alors à des éliminatoires pour la Coupe du Monde. C'est une équipe qui a un bloc. C'est une équipe véritablement constituée qui va à la défense de la nation. Et donc, ici, on voit bien que les équipes comme le Cap-Vert ou bien la Namibie, Tanzanie, et la Mauritanie et j'en passe, vous voyez ici qu'ils viennent avec un esprit d'engagement, un esprit de combativité qui, au regard de certains les considérant comme des outsiders, est un élément important parce qu'ils l'ont construit dans le temps pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Et donc les outsiders ont pris de l'ascendant sur ceux considérés comme étant les expérimentés de la compétition. De mon point de vue, c'est une suffisance que les autres essayent d'utiliser, peut-être par expérience qu'ils vont utiliser au cours de cette expédition CAN Total 2024 ou 2023. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va véritablement voir qui est qui et qui sait maîtriser une compétition. Donc, les outsiders, ils ont fait bon ménage ou bien ils ont tapé à l'œil des bookmakers, c'est intéressant. Mais maintenant, en termes de combativité, en termes d'efficacité, en termes de groupe, qui ira à la finale? C'est ce qui est intéressant parce qu'on est dans la phase de un but sort. Revenons sur l'équipe nationale du Cameroun. La course aux binationaux avait été lancée il y a plus d'un an. Aujourd'hui, ils sont montrés, pointés du doigt. Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Mais pourtant, ils sont performants. Ben, vous me rappellerez peut-être que nous avions fait une émission sur la question des binationaux et j'avais alors la position de celui qui s'offusquait de dire que le binational, non, s'il a le sentiment d'être camerounais, je ne saurais aucunement le considérer comme étant un binational, c'est-à-dire en appartenance à une autre nation que celle du Cameroun. C'est le sentiment là, et ce fighting spirit qui est fort intéressant dans la mesure où il est utilisé ici pour rehausser l'image du Cameroun et est utilisé ici pour satisfaire au public exigeant qu'est le Cameroun. Maintenant, de là à dire que le binational est un problème, je considère ceux qui tiennent ce propos-là comme des personnes qui manquent un peu d'exigence personnelle et de raisonnement fondé sur des arguments probants. Parce que en termes de binationalité, je pense que si on regarde avec une exigence précise, on va considérer tous les Camerounais comme étant des binationaux. En partant du gouvernement, à la tête du pays, on descend, on va naturellement les considérer comme étant des binationaux. Parce que, non pas parce qu'ils ont acquis une nationalité, mais parce qu'ils sont nés pendant les périodes coloniales et donc l'appartenance à la mère patrie leur permet de revendiquer la nationalité soit française, soit anglaise. C'est pourquoi je considère ici que rendu en 2024, venir tenir un discours qui stigmatise un citoyen né en dehors du territoire camerounais et qui se considère comme camerounais parce que éduqué par un parent qui a gardé cette affinité avec son pays d'origine et qui transmet ses valeurs d'originalité et de fighting spirit camerounaise en termes d'éducation, ne saurait être dénué de cette nationalité. Et donc, s'il décide de venir jouer pour la nation camerounaise, c'est parce qu'il a accepté les valeurs camerounaises, il a accepté le fighting spirit qu'on demande à un joueur camerounais, il a accepté de se soumettre aux exigences, n'est-ce pas, du supporter camerounais, parce que quand on va l'injecter, il faille qu'il accepte la piqûre qui vient avec, parce qu'elle est guérissante, ou alors elle est évacuée hors de l'équipe nationale, et donc il n'y a pas lieu de venir tenter de tenir un propos offensant sur la binationalité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la combativité qu'ils mettent sur le terrain, l'engagement et sur cette relation qu'ils construisent avec les autres pour construire un groupe très important qui permettrait à ce qu'on arrive
à des finales et les remporter. C'est ce qui, de mon point de vue, doit être pris en compte. Ah, nous allons aller du côté d'Abidjan pour... Bonsoir. Comment se porte Abidjan ce soir? Abidjan s'est réveillé comme, disons, surtout le chemin, nous revenons de Bouaké comme ça. Nous avons fait le chemin ce matin avec une d'autres Camerounais qui avait fait le déplacement pour aller supporter les Lions. Et je vous assure qu'en rentrant sur Abidjan, l'accueil est au moins, disons, très satisfaisant. Les gens sont très, très courtois et très gentils. Et tout le monde nous félicite. Et ma foi, bon, ben, les gens travaillent, les gens circulent. Il y a juste des problèmes d'embouteillage à Abidjan. Mais sinon, on est bien accueillis de retour ici à Abidjan après le match à Bouaké. Et vous avez regardé les 3 matchs des Lions indomptables. Quelles sont vos impressions? Quelle a été l'ambiance? Quelle a été l'ambiance dans les stades puisque vous avez regardé ces matchs-là dans les stades? Il faut dire qu'il ne faut pas être cardiaque pour suivre un match des Lions indomptables. Franchement, du début à la fin, je pense que vraiment être au stade, c'est des émotions. On ne dit pas ça 2 fois dans la vie. Je pense que la télévision est trompeur. Quand on regarde des images à la télévision, c'est tout à fait différent. Au stade, c'était une ambiance chaleureuse. Tout le monde est content, c'est la fête. Même s'il y a des supporters d'un côté, on est mélangés. Il n'y a pas de distinction au niveau des sièges entre les Camerounais et les Gambiens, les Sénégalais ou les autres. Bref, l'ambiance était vraiment bon enfant. On se taquine, on se chamaille. Mais vraiment, ça valait la peine. Mais, les Lions, vraiment, il faut être solide pour pouvoir supporter les Lions et être là au stade et voir comment on malmène les jeunes et puis remonter. Comme ils ont remonté, ça fait plaisir. Mais il y a eu un souci à Abidjan, vous avez eu un souci de billets. Quel est le problème des billets? Qu'est-ce qui se passe avec la billetterie? Normalement, c'est la CAF qui tient la billetterie, mais pourquoi il y a des problèmes de billets? Les stades, certains stades sont vides. Écoutez, nous, en quittant la Belgique pour venir ici, nous avions déjà pris les dispositions à l'avance. C'est-à-dire que nous avions déjà réservé en ligne les billets des matchs de poule, ainsi que certains billets. Par exemple, nous avons pris des réservations jusqu'en quart de finale, voire en 8e de finale et en demi-finale pour certains. Donc il faut dire qu'en ligne, nous n'avons eu aucun souci pour payer et réserver et nos billets et nous les avons reçus à temps pour pouvoir être au stade. Maintenant, c'est vrai qu'ici sur place, il y a énormément de problèmes qui ont vu jour. Beaucoup de stades, comme vous avez vu, étaient vides. Mais bon, ma foi, je pense sincèrement que ça est probablement lié au fait qu'il y a eu des gens qui ont acheté des billets en ligne, voire des sociétés et autres, et qui ont spéculé au niveau de ces billets, et du coup, les prix étaient tellement exorbitants que les gens n'avaient pas les moyens pour les acheter. Donc, pour vous dire, il y a des compatriotes qui sont venus après nous d'Europe, des États-Unis, de France, qui se sont retrouvés ici et on s'est retrouvés à pouvoir éventuellement acheter des billets, voir le match du Sénégal nous était proposé sur le marché noir à 100 000 francs CFA le billet. Vous imaginez 100 000 francs CFA le billet. Donc, oui, il y a eu quelques soucis. On ne sait pas exactement pourquoi, mais pour ma part, je pense que c'était lié à la spéculation. Des gens qui ont acheté les billets et puis qui espéraient les vendre à prix d'or et qui se sont retrouvés avec ces billets. Et bon, ben voilà, donc c'est arrivé, c'est arrivé. Mais honnêtement, je ne pense pas que c'est à mettre au dos de la fédération ou de l'État ivoirien. Je pense, comme tu l'as dit, Guy, c'est la CAF qui s'occupe de la billetterie. Mais bon, ben, je pense aussi que quand on y réfléchit, il y avait des possibilités éventuellement de pouvoir tricher. Je pense que si la CAF avait laissé des billets en vente beaucoup plus tôt, probablement qu'il y aurait eu beaucoup plus de faux billets qui seraient sur le marché, et il suffirait que tu aies un vrai faux billet et tu te présentes au stade, on scanne le QR code et tu te retrouves toi qui as un vrai billet hors du stade. Donc, il y aura matière à réfléchir là-dessus. Pour ma part, j'estime qu'il pouvait éventuellement, parce que lorsqu'on se présentait au stade, on avait le billet qui était nominatif,
on aurait pu demander une pièce d'identité pour s'assurer que c'est la personne qui a le nom sur le billet qui rentre au stade. Mais moi, je me suis amusé à regarder un peu. Tous les billets que j'ai vus circuler n'étaient pas tous nominatifs. Donc voilà, il y a eu des soucis. Je crois que la CAF devra pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Et voilà mon point de vue concernant la billetterie. On joue samedi face au Nigeria. Est-ce que vous avez déjà votre billet? Est-ce que vous êtes prêts et armés pour aller supporter les Lions? Ah oui, bien entendu. Moi, je ne suis pas seul. Nous avons pris un temps pour pouvoir suivre toute la CAN en espérant aller le plus loin possible. Pour moi, le Nigeria est un favori. Une équipe très solide, avec, comme vous le savez, un milieu de terrain très solide, une attaque foudroyante. Mais je crois que une équipe qui joue en 3-4-3, et le 3-4-3 du Nigeria se présente avec Trots Ekong dans l'axe, Asahi à droite, Bassé à gauche, devant lui Sanusi à gauche, Iwobi Onyeka dans l'axe, Aina à droite qui a fait beaucoup de courses, Lookman, superbe attaquant, ainsi que Osimhen, ne n'en parle pas, et Chukwueze, quand il est en forme, ben voilà, c'est une attaque redoutable. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas jouer dans un système comme on a joué le match dernier, c'est-à-dire en 3-4-3. Ce n'est pas possible. Le 4-3-3 est possible par contre, mais je pense que pour les contenir et pour essayer de trouver un équilibre et être assez compact à l'intérieur et pouvoir sortir de temps en temps dans un bloc médian sans subir, mais s'il va falloir subir, très bien, on va pouvoir subir parce qu'on sera assez compact et ensemble. Je pense que le 4-4-2 peut être une solution intéressante. Que ce soit quand on bouge le ballon d'un côté ou de l'autre, ou quand on doit aller en profondeur, je crois que nous pouvons disposer d'assez de monde. Donc, je pense que le Cameroun, avec un 4-4-2 que je peux vous proposer, qui n'est bien sûr pas une réponse parce que je ne lis pas l'avenir, mais je pense que c'est une base pour être assez solide au milieu et jouer les coups de manière globale. Parce qu'il va falloir avoir du vice, il va falloir jouer parfois en transition rapide, parfois il va falloir jouer un coup un corner qu'on peut peut-être anticiper, une pression haute d'un milieu de terrain, une récupération haute où on peut récupérer et jouer le coup très rapidement. Quand il va falloir faire tourner aussi, je pense qu'il va falloir simplement gérer les temps forts et les temps faibles et les petites opportunités qu'on aura et se préparer même, aller même jusqu'au tir aux prolongations et voir au tir au but. Donc ça sera pas un match, c'est un match avec qui je crois qu'il y aura beaucoup d'engagement, mais je crois qu'il ne faut pas aborder le match comme on l'a abordé pied au plancher. Non, il va falloir le gérer au fur et à mesure et en fonction du résultat s'adapter et faire les choix qu'il faut faire. S'il va falloir rentrer des attaquants, des milieux, il va falloir le faire. Mais je pense que rester d'abord groupé et bloqué, rester groupé et compact dans l'axe, ça peut être d'abord très intéressant. Et avec les attaquants qu'on a, voilà, on pourrait peut-être trouver une solution. Donc je vous propose mon système. Je l'ai dit, le 4-4-3 peut passer ici, mais un 4-4-2 peut être plus intéressant pour être en supériorité en défense et toujours égal. On est au même nombre de joueurs sur la deuxième ligne d'attaque, c'est-à-dire au milieu, pardon. Donc on est en 4-4, ils sont aussi à 4 et 2 devant. Donc les deux attaquants chez moi seront Magri en pointe, Toko derrière. Au milieu, on jouera avec, dans l'axe, Anguissa et Cham. À droite, Nkoudou. À gauche, Yongwa. Derrière Yongwa, on va jouer avec Tolo en défense. Castelletto dans l'axe, Wo dans l'axe, qui ont fait des très bons matchs. Chato, qui a été pas mal bon, qui est quand même un des deux points où il a fait des bonnes choses. Il en a fait parfois, il a eu des difficultés, mais il aura besoin du soutien de Wo. Et d'un coup d'eau et parfois même Cham d'un milieu de terrain qui va coulisser pour l'aider. Et on va reconduire on doit parce qu'on doit, avec le match qu'il a fait, c'est impossible de faire le contraire. Le Cameroun jouera finalement sa qualification pour les quarts de finale contre le Nigeria. Est-ce que ce résultat, regardisant, ce résultat qui a donné du peps aux supporters et aux joueurs eux-mêmes,
pourra permettre aux Lions indomptables du Cameroun de franchir le cap des huitièmes de finale? Je pense que si on a bien regardé le match face à la Gambie, on ne saurait s'avancer. On ne saurait s'avancer dans la mesure où ils ont produit un jeu séquencé, en dents de scie, sans véritablement apporter de la pertinence devant le but adverse, malgré, on va bien énumérer les deux bas transversales qu'ils ont trouvés. Mais je pense que cette équipe a manqué d'ingéniosité, elle a manqué une véritable maîtrise de balle, nécessairement, naturellement en milieu de terrain, mais ils ont été combatifs dans la défense de l'idéal qu'il fallait atteindre, à savoir mettre la combativité qui manquait aux deux précédents matchs. Et donc, traverser les huitièmes de finale sera une tâche qui, ma foi, sera difficile, et parce qu'on joue face à un Nigeria qui a aussi des petits balbutiements, mais il y a lieu de dire qu'ils ont gagné la Côte d'Ivoire, 1-0 avec l'expérience de leur avançant Victor Osimhen. Et ils ont, n'est-ce pas, une défense qui ne prend pas assez de buts. Ils ont un milieu de terrain qui se retrouve facilement. Et donc, ils ont un groupe constitué, contrairement au Cameroun, qui se targue du fait que c'est un groupe jeune, en construction, et donc ils nous préparent à une éventuelle excuse qu'on devrait leur porter. C'est pourquoi ce huitième de finale, de mon point de vue, ils ont construit déjà dans le mindset du spectateur ou du téléspectateur comme quoi il faille ne pas nous tenir rigueur, parce que les outils communicationnels entourant l'équipe nationale aujourd'hui ont changé de cap. On utilise le vocable en construction aujourd'hui pour permettre à ce que l'analyste qui pose un regard sur cette équipe-là, ait un brin de retenue quand il fait ses analyses. Mais nous sommes à Belgocamp 21, c'est la froideur de l'analyse qui nous intéresse ici, et cela me permet de dire que l'équipe camerounaise, si elle veut, elle peut. Maintenant, est-ce que les gars auront l'énergie au regard de la débauche d'énergie qu'ils ont eue face à la Gambie? Est-ce qu'ils vont retrouver leurs esprits pour arriver à bout de ce Nigeria qui viendra tête reposer? Et sachant qu'ils vont regarder aussi les matchs, analyser les matchs du Cameroun, ils vont comprendre qu'en défense, il y a un véritable problème, parce que les automatismes n'y sont pas, les placements, les positionnements n'y sont véritablement pas. Au regard du but égalisateur de la Gambie, on se demande s'il y a véritablement défense dans l'équipe nationale du Cameroun. Quand on monte d'un cran, on va devant la défense, c'est-à-dire au poste 6, on se dit c'est un poste absent, inexistant, parce qu'on ne sait pas qui jouait à ce poste-là quand on regarde les 3 matchs que le Cameroun a eu à disputer au cours de la phase de poule. On regarde le 8, un Zambouanguissa ou bien Olivier Kemen et j'en passe. On se demande qui véritablement va empocher ce milieu de terrain pour permettre une bouffée d'oxygène à l'équipe nationale camerounaise, à savoir la construction des balles, les déplacements, appel contre appel, les récupérations de balles. Il n'y a véritablement pas ça dans l'équipe nationale camerounaise. Donc, par un coup de chance ou bien par un bon Dieu toujours aux côtés de l'équipe nationale camerounaise que nous nous retrouvons aujourd'hui en huitième de finale. Il faille ici le remercier parce qu'on ne saurait le jeter en pâture. Mais de là à toujours compter sur la bénédiction divine sans toutefois produire des efforts nécessaires qui permettraient à ce que cette équipe-là se voit aujourd'hui ragaillardie dans sa position historique et dans les velléités des joueurs en club revenus à la tanière ne reproduisent pas les mêmes statistiques. Cela permet de dire ici qu'ils ont manqué
quelque peu de patriotisme. Le coach nous reconforte à l'idée qu'ils l'ont retrouvé. On aimerait que cela continue pour qu'il nous produise un jeu face au Nigeria qui a toujours marqué les esprits au cours de l'histoire. Les réseaux sociaux n'ont plus rien à reprocher ni à Son ni à Eto'o après la victoire des Lions indomptables. L'organisation camerounaise de football devrait prolonger le contrat de Son de 5 ans. Est-ce que le président Samuel Eto'o devrait, à ce jour, vous maintenez vos propos certainement, devrait à ce jour penser à prolonger le contrat de Rigobert Song? C'est évident, il n'y a pas lieu de se questionner là-dessus, c'est évident. Quand vous regardez les éléments de langage utilisés par le staff technique, on se rend à l'évidence qu'ils sont là pour durer. Quand on vous dit que c'est une équipe en construction, quel est le parent qui abandonne son enfant quand il a besoin d'éducation? C'est ici montrer tout simplement que le coach Rigobert Song et son staff technique ont la confiance du président de la Fédération camerounaise de football, ne fût-ce que pour son mandat. Et donc, ils ont encore 2 ans à la tête de l'équipe nationale camerounaise pour ce qui reste du mandat du président Samuel Eto'o. Et s'il rempile, puisque l'équipe est en construction, à 4 ans, on pourra déjà demander quelque peu les résultats. À l'heure actuelle, il ne saurait être exigeant quand on regarde même déjà notre équipe nationale jouer. Je ne sais pas, c'est sur la base de l'histoire que nous demandons les résultats à ces gamins. Mais quand on les voit jouer, on se rend à l'évidence qu'il manque de maturité, d'efficacité, de combativité, d'adaptabilité, tout ce qui doit être réuni pour qu'une équipe matche avec les objectifs que se vise par exemple un président de fédération de football. Et cela me permet de dire ici que quels sont les objectifs fixés au cours de cette CAN? Il n'y en a pas, parce qu'on n'a pas entendu parler. Et donc, le coach Rigobert Song est déjà dans les bonnes grâces du président de la Fédération camerounaise de football, parce que si vous regardez toute sa joie exprimée à la fin de la rencontre, il montre que c'est un exploit, c'est un miracle. Le Cameroun devait être éliminé au regard de la prestation que nous avons eue dans les 2 précédents matchs. Et donc, arriver en 8e de finale, en position de 2e, c'est un exploit. Et donc, il exalte. Cela permet de dire ici que le coach est naturellement en bonne grâce et il va continuer à avoir la confiance du président de la Fédération camerounaise de football. Et donc, les 5 ans, il n'y a nul doute. C'est juste le rififi qu'il y a tout autour de la gestion ou bien du management de l'équipe nationale du football qui doit être revu et repensé dans la mesure où je parlais déjà de l'éducation du supporter camerounais. Comment est-ce qu'on doit supporter l'équipe nationale camerounaise? Et cela, les médias comme le vôtre doivent aider à construire cette manière de supporter l'équipe nationale camerounaise. Au regard de ce qui se fait aujourd'hui, je n'ai jamais vu une fédération qui, à la veille d'un match, lance dans les réseaux sociaux l'éventualité de la non-titularisation d'un joueur dans le groupe. Et donc, si les médias arrivent à le faire, c'est parce qu'il y a naturellement faille à l'intérieur de l'équipe soi-disant constituée autour des Lions indomptables. Parce que si la communication, il y a faille communicationnelle, ça devient une communication de crise, on ne saurait rattraper cette bévue-là. Et donc, il y a lieu de s'interroger à qui est-ce qui leak les informations au sein de l'équipe nationale camerounaise de football. Et cela permettrait de dire ici que l'éducation du management du football camerounais doit se faire sur tous les plans, d'un point de vue communicationnel, d'un point de vue managérial et tout ce qui va après avec. Et donc le coach Rigobert Song n'est que là pour durer, comme lui-même il a dit. Là où on va, on ne sait pas là où on s'arrêtera. Pour les joueurs de Rigobert Song, la mission s'achèvera-t-elle face au Nigeria ou allons-nous nous retrouver en quart de finale? Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de Débriefing.